Le Conseil national de résistance et de reconquête, des acquis arrachés en 1936 et 1945, a été créé officiellement à Paris en octobre 2017, à la Bourse du Travail, dans la salle Ambroise Croizat, c'est une précision qui n'est pas anodine. Son comité local a été créé dans la Somme à Amiens en novembre 2017. Résistance, reconquête, 36-45, il y a là un certain nombre de références qui sont faites. La référence au Front populaire et aux progrès obtenus grâce à la mobilisation syndicale et aux grèves de mai et juin 1936, il faut le souligner, qui ont donné lieu aux congés payés, à la réduction du temps de travail, aux conventions collectives définissant le statut des employés inscrits dans le droit du travail via un accord entre employeurs et syndicats, tiens, ça nous dit quelque chose. Référence aussi au Conseil national de la résistance et à son programme, mise en place alors que la France sortait de la Deuxième Guerre mondiale, elle était complètement ruinée. Ce qui montre que l'argument du manque de moyens utilisé aujourd'hui par les libéraux, par les capitalistes, afin de ne pas agir, afin de ne pas investir pour le bien commun, est un argument fallacieux et totalement mensonger. Le programme du CNR, il tenait en 10 pages, pas davantage. 10 pages, et sa partie intitulée « Mesures à appliquer dès la libération du territoire », elle est particulièrement d'actualité. Parce que c'est ce que nous envisageons. Nous envisageons de le faire dès que nous aurons libéré le peuple du joug de la finance, des griffes acérées d'une poignée de nuisibles, les fameux 1% les plus riches, qui s'engraissent sur le dos des plus nombreux. Ce que nous prônons, en quelque sorte, c'est une séparation de l'État et de la finance, une forme de laïcité contemporaine face au danger de l'idéologie capitaliste, face à l'économie financiarisée. Nous sommes pour un retour à l'économie réelle, au service du bien commun. Parmi les mesures du CNR figure aussi le rétablissement de la liberté de la presse et de la démocratie. Alors par liberté de la presse, on entend notamment pluralité de l'information et des lignes éditoriales. Force est de constater en ce moment et aujourd'hui que cette pluralité elle fait défaut. Alors ça s'explique peut-être par le fait que 90% des médias français sont aux mains d'une dizaine de milliardaires, n'est-ce pas? La démocratie aujourd'hui, elle est évidemment à revivifier. Et recréer la démocratie, c'était aussi dans le programme du CNR. Démocratie à revivifier, oui, y compris dans un pays comme la France, ce qui, on peut l'avouer, est un comble. L'exemple du viol, il n'y a pas d'autre mot, de la démocratie le plus grave que ce nouveau siècle a certainement connu, est celui concernant le traité constitutionnel européen, où le non l'a remporté au référendum de mai 2005 avec près de 56%, et où le contenu du traité, rebaptisé de Lisbonne, a été appliqué et est aujourd'hui l'explication, la cause principale de la politique violente et des reculs orchestrés par Macron contre les services publics, contre le salariat, contre les syndicats, contre les retraités, contre ceux qui pensent qu'il y a une alternative pour répondre aux exigences de la doxa capitaliste, de la feuille de l'Union européenne et de la Troïka, BCE, FMI, UE. Le programme du CNRR, ce sont aussi les nationalisations. C'est quoi une nationalisation? C'est pas autre chose que le retour au bien public, à l'État, des grands moyens de production, des fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol. À l'heure de la prise en compte de l'importance de l'écologie, ça n'est pas anodin, des compagnies d'assurance et des grandes banques. C'est enfin la loi sur le statut de la fonction publique et celle sur la sécurité sociale que l'on doit à Ambroise Croizat et qui permet d'unifier toutes les formes d'assurance sociale au sein d'une caisse unique, financée par une cotisation interprofessionnelle à taux unique et gérée par des représentants syndicaux. Alors évidemment, les esprits chagrins ou les opposants fébriles nous disent que ce que l'on défend, ce sont des vieilles lunes, que le monde de 1945 n'a plus rien à voir avec le monde de 1918, et qu'il faut vivre avec son temps. Alors à cela, nous répondons, oui, effectivement, il faut vivre avec son temps. Et le temps archaïque, qui a fait ses preuves en matière d'échecs multiples et de misère généralisée, c'est celui du capitalisme. C'est le temps des Reagan et des Thatcher, les nouveaux modèles du président Jupiter. C'est l'ancien régime, où les manants se crevaient à la tâche dans les champs pour les rois, pour les seigneurs, et nous en avons un
de seigneur à l'Élysée, mais peut-être que ça ne s'écrit pas de la même façon. Ce vieux monde, c'est un monde qui est en fin de vie. Et ces derniers soubresauts n'en sont que plus brutaux. Le passé, la régression, c'est le capitalisme. Le progrès, l'avenir, c'est nous, et ce que nous revendiquons. Pourquoi? Tout simplement parce que le réel, vous savez, ce terme bien pratique, le réel tellement employé par les libéraux qui voudraient faire croire que la situation existante, elle tombe du ciel, on ne peut rien y faire et qu'elle ne dépendrait de personne. Le réel, justement, montre que nos opposants se trompent. Pourquoi? Parce que les points essentiels évoqués, issus de 36 et de 45, les congés payés, la réduction du temps de travail, les conventions collectives, la liberté de la presse, la démocratie, les nationalisations, la fonction publique, la sécurité sociale sont synonymes de progrès historique, sont synonymes d'efficacité au service de tous. Et ce qu'essaie de faire le gouvernement aujourd'hui, c'est d'opposer cette efficacité au service de tous à la rentabilité à des fins particulières, à la rentabilité pour quelques-uns. Ces quelques-uns étant non seulement ceux qui en ont le moins besoin, mais en plus ceux qui ne sont pas producteurs des dividendes qu'ils perçoivent, parce qu'ils ne produisent rien. Les privilégiés qui nous coûtent cher, ce sont ceux qui ont eu ces cadeaux fiscaux, ce ne sont pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont créateurs de richesses, les fonctionnaires sont créateurs de savoir, de savoir-faire. Les actionnaires sont des capteurs de richesses, sans savoir-faire et méprisant du savoir. Nous sommes aujourd'hui, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, dans une période de métamorphose, où s'affirment des valeurs universelles, les droits humains, la protection de la planète, l'accès aux ressources vitales, l'égalité homme-femme, le devoir d'hospitalité. Ça s'appelle l'intérêt général. On traduit ça aussi, dans une forme plus contemporaine, par le développement durable. Durable, comme l'assurance d'avoir une vie décente, avec des soins accessibles, une fin de vie digne, une société juste pour nos enfants et nos petits-enfants. Tout le contraire de ce que prépare Macron. Durable, c'est pour cela que nous défendons ce qui doit perdurer et ce qui nécessite que l'on résiste au rouleau compresseur, du recul et de la casse, et si besoin, qui devra être reconquis de nouveau. L'intérêt commun contre les intérêts particuliers. La protection de l'environnement, et puis une parenthèse, le fait que le projet du gouvernement sur la SNCF aura pour conséquence de mettre encore davantage de camions sur les routes montre à quel point ce gouvernement est à contresens des besoins du réel pour utiliser leur propre formule. La protection de l'environnement, donc, contre les dividendes d'un entre-soi nuisible en fin de course. Autrement dit, la lutte des classes, finalement, qui a été remise en scène par nos opposants eux-mêmes, et les relations nature-société. Ce sont les deux piliers, les deux priorités, et avec nos revendications, nous sommes sur la bonne pente pour les défendre. C'est une vision globale, qui est en tout cas la mienne en tant que militant politique au sein du CNRR, puisque je suis membre du Conseil national du parti de gauche et responsable d'un groupe de la France Insoumise sur Amiens. C'est la vision globale dans laquelle s'inscrit le CNRR, aux côtés de militants syndicalistes et associatifs. Tout à l'heure, je vous parlais des différences entre l'économie réelle et l'économie financiarisée. Quand on relit l'histoire de l'Europe et de l'économie financiarisée, tous ceux qui ont permis qu'il y ait deux économies finalement qui s'affrontent au détriment du peuple et de la vraie vie, ce sont les sociodémocrates. Ils ont fait à peu près tout ce qu'il y avait de pire en matière économique et ils ont soutenu le système ultralibéral européen qui prévaut aujourd'hui. Et Olivier Faure se ramène dans la manif en ayant à l'esprit qui essaie de nous faire croire que c'est grâce aux socialistes qu'il y a eu les avancées sociales. Enfin, bon. Donc là, évidemment, il y a des enjeux importants. C'est pour ça aussi que la journée du 26 mai, la marée populaire, il est primordial qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a près de 80 organisations associatives, syndicales, politiques qui appellent à y aller, ce qui est aussi un signe fort, puisqu'il y aura la CGT aux côtés de la France Insoumise, mais il y en aura beaucoup d'autres. C'est ça qui est mis en exergue, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et ça montre là peut-être un tournant et peut-être une prise de conscience que ce débat il est fondamentalement politique au sens noble du terme, et que ce rassemblement de tous ceux qui, pour des raisons variées, mais qui ont un fil directeur, sont opposés à la politique de Macron, c'est toujours la même chose.
c'est le diktat des ordres des libéraux européens qui entraîne ce déchaînement au niveau Je pense qu'à travers cet exemple, ce qui est important, c'est dans la technique de Macron actuellement, la recherche de la division partout. C'est-à-dire les retraités ont leur pic, mais c'est pour les jeunes. On oppose les jeunes et les retraités. D'une façon générale, il y a les fonctionnaires qui sont des nantis, on les oppose aux salariés du privé. Même chose avec les cheminots qui ont un statut qu'on oppose à ceux qui n'en ont pas. Alors, est-ce qu'on peut garder un statut quand il y a des gens qui ont des contrats à durée déterminée? C'est pas possible. Donc, tout est opposition comme ça. On parlait tout à l'heure des jeunes, on va opposer les jeunes qui arrivent à avoir leur orientation correcte à ceux qui ne l'auront pas. Tout est opposition comme ça. Alors, tout ça, forcément, ça vient d'une conception ultralibérale de mise en œuvre d'une société individualiste, où chacun veut chercher à être premier de cordée, sans s'occuper de ce que font les autres et du bien-être des autres. Et ça, c'est le système libéral tout à fait abouti. Alors, je réfléchissais quelque temps-ci à l'évolution politique que je vois depuis un moment. On a oublié que le premier président élu en France par la banque Rothschild, ce fut Pompidou. Et on a oublié aussi que c'est sous Pompidou que le système financier a été complètement libéralisé. C'est-à-dire c'est sous Pompidou que la monnaie n'a plus été créée par la banque en France, mais que c'est les marchés financiers qui se sont mis à la créer. C'est l'évolution libérale, etc., qui n'a pas été suivie suffisamment d'effet en France, même si elle a été complètement copiée en Europe. Et on arrive maintenant au fait que, finalement, la banque Rothschild a réussi à nous refiler un deuxième président qui est chargé de finir le boulot. Le boulot, c'est d'arriver à libéraliser tout ce qui ne l'a pas été jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on a commencé par le Code du travail, parce que ça c'est bien. Vous savez que le Code du travail, avec toutes les instances qui sont supprimées, un camarade en parlait l'autre jour, la fusion des organismes, etc., qui aboutit à moins de concertation dans les entreprises, le fait qu'il n'y a plus de licenciement, il n'y a plus besoin de le justifier maintenant. Chaque licenciement est autorisé, il y a le coût, on sait combien ça coûte de licencier quelqu'un, même s'il n'a rien fait. C'est la libéralisation totale à ce niveau-là. Donc on veut faire la même chose au niveau des statuts, et toute l'évolution que de cette façon est en marche. Alors tout ça, forcément, ça va sur un fond de société française extrêmement fractionné et divisé, ce qui a très bien montré l'élection présidentielle de l'an dernier. Et l'élection présidentielle de l'an dernier, elle n'a rien résolu. Elle n'a rien résolu du tout dans ce qui est les difficultés actuelles de la société française. Et alors, le problème, c'est que Macron, il croit qu'il a la solution. Il a oublié que pendant des semaines, pendant des jours, entre les deux tours, on nous a expliqué qu'il faut absolument voter Macron pour empêcher le Front National. Voilà, c'était l'obligatoire. C'était la moralisation. Comment vous n'avez pas dit que vous appelez Macron? Comment? C'était la pression de tous les médias, le Courrier Picard, tout le monde. Il fallait voter Macron, etc. Et moi, je me rappelle, le lundi, le lendemain de l'élection, il y avait un député européen, Bourlange, qui, et le lendemain, disait, mais voilà, Macron est élu, donc il va pouvoir appliquer son programme. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils pensent qu'une élection où il est légitime dans le système électoral, il est élu, mais il n'est pas élu pour faire ce qu'il veut faire sans demander au moins à discuter avec les autres. Dans la discussion, j'ai oublié tout à l'heure, dans la division, un scandale aussi que je voulais oublier, c'est à chaque fois qu'on parle de concertation, on reçoit les indicateurs les uns après les autres. Ça aussi, c'est une forme de concertation pour diviser. Plein de choses fortes. C'est d'abord, Macron applique son programme, dit-il, au nom de la modernité. Et comme le précise Bernard, c'est un programme qui nous renvoie à Pompidou. Oui. En termes de modernité, on peut trouver mieux. Par ailleurs, d'habitude, une élection présidentielle, elle remet les curseurs à zéro, et c'est quelque chose de nouveau qui recommence. Mais là, il n'y a pas eu de transition entre la colère qui a mis les millions de gens dans la rue contre la loi El Khomri et les colères qui continuent aujourd'hui. On continue exactement pareil. Il y a eu un
passage de témoin finalement entre François Hollande et Emmanuel Macron. Face à ça, les actions du Comité national de reconquête et de résistance, elles sont multiples. Informer sur la situation, créer des comités, on en a plusieurs dizaines aujourd'hui dans toute la France, puis avoir des actions à la fois festives et concrètes, des réunions, des débats. Peut-être que tu peux nous parler de quelques exemples d'actions, Francis. Simplement, je voulais souligner, par exemple sur les grèves, quand même si on a du mal à faire bouger la base, parce que c'est pas facile, on le sent bien, mais si on regarde bien, dans tous les domaines, ça bouge. On a même vu, comme ça s'est jamais vu, des notaires, on a même vu des avocats, on a même vu des juges faire grève et manifester. C'est assez extraordinaire. Les policiers, quelle que soit leur raison, manifestent régulièrement. On ne parle pas du reste, les hôpitaux, tout ça, on a l'habitude. Les travailleurs sociaux, donc on voit que dans tous les domaines, les autres pas, les troisième pas, dans tous les domaines, ça ne va pas, et même les retraités ne sont pas contents, dont je suis. Moi-même, je m'en vais la CSG, quoi, je ne suis pas content. Et pour dire que, simplement, la difficulté des jeunes, parce qu'en fait, on nous enlève de la CSG, nous, les retraités, pour aider la jeunesse. Hein. C'est ça qu'on nous a dit, j'ai entendu, parce qu'elle ne peut pas payer tout pour le... Et les retraités, non seulement on paye ça, mais en plus, après, on fait payer les jeunes pour nous mettre en maison de retraite. Ou si on n'est pas en maison de retraite, pour payer de toute façon la prise en charge des parents. Donc en fait, il y a vraiment une aberration totale. C'est quand même triste de parler des retraités comme ça. Sans oublier la deuxième journée de solidarité pour aider les retraités. Donc c'est le fameux en même temps, finalement. C'est pas une mention réaliste. La journée de solidarité, c'est vraiment... C'est en fait enlever des congés payés aux gens, enfin, enlever des congés, des avantages qu'ont les salariés. C'est ça la réalité. Le deuxième point sur lequel je voulais appuyer, il y a tout ce qui a été mis en place par le CNR sur le 36-45, mais c'est quand même ce qui s'est passé au niveau du référendum. Je rappelle, pour confirmer ce qu'il disait sur les gens, il faut regarder ceux qui viennent actuellement essayer de se joindre au mouvement. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas rejeter les gens, mais il faut qu'on fasse attention. On s'est déjà fait suffisamment avoir comme ça. C'est des socialistes et des sociodémocrates qui ont, avec Mitterrand, qui ont défendu Maastricht à un point pas possible. Si le Parti socialiste avec Mitterrand n'avait pas mis tout son poids dans la balance, Maastricht ne passait pas en France. Et c'est passé à 50, quelque chose, contre 49, quelque chose. Et déjà ça, rien que ça, on ne devrait pas mettre un projet européen en place quand il y a moitié-moitié. C'est pas possible. Il faut au moins une majorité suffisante. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils ont remis ça, les sociodémocrates, au référendum. Même s'il y en a qui ont soutenu le non-référendum et qui sont effectivement démarqués, il n'empêche que les instances officielles sociodémocrates ont mis tout leur poids dans la balance avec les libéraux pour le vote oui au traité constitutionnel. Donc, on arrive là. Et quand on regarde l'application, comme il disait, l'application du traité constitutionnel, c'est celle-là. Voilà. Donc, ensuite, sur Macron, il y a des petites choses que je veux souligner, parce que par rapport à mon spectacle que je vais faire sur mai 68, j'ai recherché un certain nombre de choses, donc les petites phrases à Macron, tout le monde en connaît, il y en a plein, mais il y en a certaines comme Aimé qui le répète assez régulièrement de notre façon, mais qu'on entend toujours. Être élu est un cursus d'un ancien temps. Je dis aux jeunes, ne cherchez pas un patron, cherchez des clients. Je suis pour une société sans statut. Et ça, il a répété plusieurs fois. Ça confirme les choses qui se passent. Hein. Et sans employés. Je ne suis pas là pour défendre les gens existants. Débrouillez-vous, chacun pour soi. Bon, enfin, etc., etc. Et on dit tellement, enfin, pour montrer quand même que dans ces phrases qui se répètent, ça confirme ce qui se passe dans ces interventions. Et si on regarde bien, quand même, c'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, ça peut craquer, parce qu'en fait, il n'y a pas un pouvoir si fort. Ça craquait un petit peu partout. Il commence à y avoir quelques députés qui posent des questions. Il y a même eu quelques petites divergences et ensuite pas fortes, dans le gouvernement. Hein, c'est bizarre. Mais si on regarde bien, tout passe par lui. On met certains ministres, mais à la fin, c'est lui qui décide. Et par exemple, même le truc des rapports importants, comme a pu le faire Borloo, etc., ce qu'il a fait hier, c'est pour Borloo et la commission qui a travaillé. C'est comme s'il n'avait travaillé pour rien. Il se ramène, il ne tient pas compte, les statuts, on a plus ça, les grands plans, ça ne sert à rien. Voilà. Mais en fait, il n'annonce pas grand-chose. Il annonce que des conneries. Enfin, je veux dire, c'est rien. Donc en fait,
je crois qu'il croit détenir la vérité à lui tout seul, et il a des gens sur lesquels il s'appuie. Et les retraités, on en a parlé, mais c'est triste, moi par exemple, moi surtout juste un peu pas de ma femme, heureusement pour les deux, parce que sinon je ne sais pas comment on fait. On a encore 2 enfants qui ont fait des études, qui ont plus de 25 ans et qui sont au RSA. C'est pour donner un exemple, il y en a des milliers comme ça. Et quand on parle de ce qui se passe pour les étudiants, mais ceux qui ne vont pas être pris, s'ils sont pris de père, ils se retrouvent à la case emploi, apprentissage, Pôle emploi, etc. Et Pôle emploi, on entend depuis hier qu'on a supprimé 4 000 emplois. C'est quand même incroyable. Donc l'avenir n'est pas rose, sauf que je crois que c'est à nous, on a tous la responsabilité de dire, d'expliquer, de former autour de nous, de parler avec les gens, de montrer que, de toute façon, on est les plus forts. Si déjà, rien que moi j'ai déjà dit, si tous les retraités, avec tout ce qu'ils font comme boulot bénévole dans la culture, dans le sport, etc., s'ils s'arrêtaient pendant un mois, ça serait très merde en France. On est d'accord. Donc, si tous les salariés, faire comprendre que si à un moment donné, on dit non, qu'on en a marre et qu'on s'arrête, on est les plus forts. Les capitalistes ont perdu. En ce qui concerne la loi travail de 2017, parce que ce sont des choses qu'on entend assez peu et qu'il est important d'avoir à l'esprit. Avec la mise en place du CSE, je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que je ne suis pas syndiqué, mais le comité social et économique, qui n'a de social que le nom et qui va remplacer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, ça entraîne une division du nombre de délégués syndicaux de 50%, par exemple, à Dunlop. Ça, c'est concret. Il y a 50% de délégués syndicaux en moins à Dunlop, avec ce qu'a mis en place le gouvernement, la loi travail de 2017. Et c'est amplifié aujourd'hui. Le nombre d'heures dédiées aux syndicalistes va chuter de 95%. 95%. C'est-à-dire qu'on va passer de 2 090 000 heures de délégation à 200 000 heures de délégation dédiées au syndicalisme à la SNCF. Pour ne citer que ces exemples qui tous montrent l'instauration de décisions qui programmeraient ni plus ni moins que la mort du syndicalisme. Et c'est ce qui est visé par ce gouvernement. Alors, comme tu le disais, les perspectives sont loin d'être roses, et puis il y aura aussi, on va vers une augmentation de la pauvreté, en plus avec le système du prélèvement à la source l'année prochaine, avec le fait que beaucoup de gens aient des statuts qui ne soient pas les mêmes d'une année sur l'autre. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver prélevés davantage basés avec les bases sur l'année actuelle, davantage qu'ils ne devraient être. Enfin, on va aller vers une explosion de la pauvreté et une complication, tout ça maquillé derrière la volonté de moderniser et de faire et de simplifier les choses. Alors c'est tout l'inverse, une complication de la situation assez effarante. Macron dit toujours, bah oui, c'est les plus riches qui vont donner l'argent pour le travail des gens. On sait très bien que c'est pas vrai, hein, c'est même complètement fou. Et puis, s'il n'y avait pas les travailleurs, qu'est-ce qu'ils feraient les patrons avec leurs finances? Rien du tout. Le plus important, c'est les gens qui font les richesses, c'est-à-dire les travailleurs. Donc, ce serait normal que les travailleurs, eh bien, on veille à leur qualité de vie, on veille à ce qu'ils aient justement tout ce qui avait été acquis en 1936 et en 1945. Et moi, je pense toujours à Stéphane Hessel, parce qu'il était issu du comité de la résistance. Et il disait « indignez-vous ». C'est-à-dire, malgré tout ce qui avait été fait, il disait « indignez-vous ». Et je pense qu'il faudrait crier encore plus fort. C'est à nous de nous indigner. Là, on a un personnage qui est vraiment un capitaliste. Il ne fait pas ça à droite, à gauche. C'est bien quelque chose de très prévu, avec le capitalisme mondial, avec ses petits copains de l'Europe capitaliste, bien sûr. L'Europe, ça pourrait être très bien, hein, si c'était l'Europe des travailleurs. Mais là, c'est l'Europe des capitalistes, donc c'est pas du tout ça. Donc, je pense qu'il faut s'indigner, donc résister, on ne peut pas faire autrement. Et là, il va vraiment très loin, parce qu'il nous prive de nos libertés d'expression. On le voit avec ses projets sur le journalisme, sur les journalistes, hein, ils n'auront plus le droit de parler. Déjà qu'ils ne s'engagent pas beaucoup, parce que je comprends une partie, c'est leur métier, il faut qu'ils gagnent leur vie. Mais quand même, il y a des journalistes très courageux qui, eux, risquent aussi les choses, et je pense que c'est un exemple à donner. Donc, je pense qu'il faut aller s'indigner dans la rue. Maintenant, on n'a plus que ça.
Et puis, il faut bien montrer que M. Macron, c'est pas à droite, à gauche, c'est pas « Ah oui, je vais aller faire des CP, des doublés dans les quartiers difficiles. » Mais pourquoi il y a des quartiers difficiles? Il faudrait peut-être mieux que les gens ne soient pas tous regroupés dans des quartiers pour que ça soit difficile. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la mixité. S'il y avait la mixité, il faudrait aider tous les enfants qui vont à l'école. Parce qu'il y a des écoles qui ne sont pas dans des zones prioritaires, qui s'appellent autrement maintenant, mais qui ont besoin d'aide. Alors lui, non. Alors lui, c'est les CP, la prochaine fois, ça sera les CE1. Et puis les autres, et ben là, les étudiants, ils vont se retrouver, ils auront fait toutes leurs études, et ils vont se retrouver sur rien, parce qu'on n'a pas prévu pour eux. L'université doit être pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir des gens sur le tapis, là, sur le côté, en sortant du bac. On s'est battus des années, nos anciens se sont battus pour l'école. Et là, en quelques... Ils raillent le travail, ils raillent l'école, ils raillent tout. Et ils jouent les casseurs, hein, parce que c'est un casseur. Je pense que le plus grand des casseurs en ce moment, c'est lui. Il casse tout. Hein, donc il faut quand même le dire, même s'il n'aime pas, même s'il ne veut pas être dans les manifestations, enfin sur l'effigie bien sûr, et s'il ne veut pas, il faut qu'il change les choses, mais il ne changera pas, parce que c'est un capitaliste de première. Donc c'est à nous de résister, et c'est à nous de faire tomber quelqu'un qui n'a pas été élu avec la majorité des gens, qui n'a qu'une toute petite minorité, mais maintenant il a les pouvoirs. Et puis ça remet en cause aussi la 5e République, parce que je pense qu'il faudra changer la Constitution. Avec la 5e République, on a une Constitution qui donne le pouvoir au président de la République. On voit bien que notre Assemblée, là, elle n'a pratiquement plus rien à dire. Et les quelques-uns qui se battent dans l'Assemblée, ils ont vraiment beaucoup de travail. Et puis, donc, il faut aussi les soutenir, ceux qui sont Et puis, je tiens aussi sur le homme-femme, parce qu'en ce moment, il y a, bien sûr, l'égalité des hommes et des femmes, c'est bien, il faut se battre, etc. Seulement, là, dans le travail précaire, en ce moment, la majorité des gens qui travaillent dans le travail précaire, ce sont les femmes. Et ça arrange bien les patrons. Et ils font ce qu'ils veulent, et c'est un esclavage. Tel jour, on vous téléphone, vous venez pour une journée, vous venez pour 2 journées. Après, vous êtes 2 mois sans travailler. Et si vous avez 2 enfants, par exemple, ou 3 enfants à faire vivre, comment vous faites? Pas d'aide. Rien du tout. Donc je pense qu'il faut s'indigner, aller résister dans la rue. C'est ce qu'on va faire le 26. Unis, parce que finalement, c'est pas les syndicats d'un côté, c'est pas la politique de l'autre, c'est des gens qui vont s'indigner justement contre une chose complètement injuste. Francis, je disais, pourquoi la justice, même les avocats, se révoltent quand même? Pourquoi on a des gens qui ne se seraient jamais révoltés avant? C'est-à-dire qu'il y a un sens aussi de l'injustice. Et je pense que notre devise, qui est liberté, égalité, fraternité, elle est complètement piétinée par lui. On pourrait prendre point par point, là on n'a pas le temps pour le faire, mais il n'y a pas de liberté pour tous. Il n'y a pas d'égalité. On a les actionnaires qui ont des réductions d'impôts de je ne sais pas combien, on a les retraités qui, on va leur piquer une petite somme là, alors que les retraités, on oublie souvent que comme c'est très difficile pour les jeunes, les retraités, eh bien, ils aident leurs enfants, ils aident leurs petits-enfants. Et ça, quand Macron nous enlève quelque chose, ça veut dire qu'on peut moins aider les autres. Et ça, c'est quand même grave. Mais du haut de son pigeonnier, il ne voit rien. Donc, il faut être dans la rue pour qu'ils nous entendent. Aujourd'hui, c'est 1 an de Macron, stop ou encore? Pour moi, c'est clair, c'est stop. Alors, 1 an de Macron, c'est la casse du droit du travail. On en a parlé, et des institutions représentatives du personnel. Il va mettre en place, là, dès le mois de septembre, le CSE, Comité social et économique. Instance qui regroupera le CE, l'EDP, le CHSCT, des super représentants du personnel qui n'auront plus de temps, hein, sans compter la diminution du nombre d'élus. Dans certains grands groupes, dans certaines entreprises, c'est un vrai travail. Quand le représentant du personnel fait son travail correctement, qu'il est la personne qui est chargée d'aller défendre le contre-pouvoir, entre guillemets, qui devrait avoir dans toute entreprise, hein, pouvoir contre pouvoir, ça prend du temps. Donc là, il est en train de
toute cette possibilité qu'ont les salariés de défendre leurs droits, nos acquis de 45, nos acquis de 36. Donc, c'est une vraie case du Code du travail. C'est dangereux pour la démocratie d'ailleurs. Il faudra qu'on s'interroge dans le temps sur les risques que ça va mettre dans les entreprises, mais pas seulement au niveau de la vie démocratique du pays. Mesure aussi contre les demandeurs d'emploi. Ils souhaitent supprimer leur emploi 4 000 emplois. Pôle emploi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de monde à Pôle emploi en ce moment. Le chômage est toujours à 3 400 000. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de supprimer les emplois. D'autant que vous l'avez tous dit aussi que le travail précaire, le travail intérimaire, le téléphone, il y a quelques années, on n'aurait pas laissé faire ça. Tous les syndicats, je pense qu'on aurait demandé la grève générale en France. Il est surprenant d'ailleurs que des confédérations, aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver l'accord qui va nous unir demain, pour dire voilà, c'est quoi notre objectif, ce que nos grands-pères, ce que nos pères ont mis en place, d'un point de vue social. La fermeture de nos grosses classes, pour parler des services publics, y compris ici à Amiens, on connaît bien nos quartiers, on connaît les quartiers en difficulté, dans le département. Alors le nombre de classes qui va être fermé, alors qu'il avait dit qu'il ne fermerait pas de classe, là encore, il nous a menti. La classe des services publics, on en a parlé un peu, la SNCF, la fonction publique territoriale, là aussi, on voit de plus en plus, mais avec beaucoup de difficultés, comment je dirais, pour les administrés, de pouvoir avoir accès à certains services publics, des privatisations de certains services publics qui vont faire que c'est une forme d'impôt en plus. C'est-à-dire que quand on aura besoin de quelque chose, il faudra peut-être payer. Aujourd'hui, c'est la fonction publique qui remplit ce rôle-là. L'augmentation de la CSG pour les retraités, 1,7%, pour 14 millions, 15 millions. Alors, soi-disant que c'était au-dessus de 1200, 1400 euros, mais quand on interroge un peu nos retraités, y compris ceux qui ont 700, 800, 900 euros, nous dit-on, ils seraient touchés par cette augmentation de CSG. La baisse des APL. Et en parallèle, c'est 10 milliards de baisse d'impôts aux plus riches. Difficile à comprendre, dans un pays où il y a des besoins sociaux, où aussi, comment je dirais, on voit un petit peu toute cette vie citoyenne un peu s'effilocher au fil du temps. Quelqu'un disait, il a été élu avec 18% des inscrits au premier tour, et la majorité forcément au deuxième tour, mais son Assemblée nationale n'a obtenu que 49% des électeurs. Il y a eu 24 millions de gens qui n'ont pas été votés. Donc là aussi, on peut s'interroger sur la suite, comment ça va se passer avec toutes ces attaques du droit social, du droit du travail, mais aussi de l'accès aux services publics. Bon. Alors pour nous, il est temps que le peuple de gauche réagisse, là aussi. Pour nous, et c'est aussi l'objectif, et c'est pour ça que je participe à ce comité national de résistance, c'est de trouver l'accord politique qui va faire en sorte que demain, les acquis de 36 et 45 ne soient pas remis en cause systématiquement au fil du temps, et qu'on puisse peut-être démocratiquement aller demain proposer aux gens, aux Français, une autre alternative politique. Bon, on est en train de la fabriquer, de la mettre, je pense, en évidence, et de plus en plus, on voit des gens qui viennent avec nous, qui nous rapprochent et qui participent aux travaux qu'on est en train d'avoir. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a des moments importants où les gens vont participer, ce 10 juin, où mai 68, Francis nous fera une petite pièce de théâtre, je pense que ce sera assez marrant, pour avoir participé à deux pièces que tu as déjà fait, on s'était bien marré un coup, et puis il y avait du fond, il y avait du contenu. Il y avait du contenu, donc ce serait bien aussi que là, ce jour-là, il y ait pas mal de gens. Et puis, comment je dirais, comment on appelait ça, la feuille de liaison, tous les mois on la sort, où là, voilà, on explique un petit peu tout ce qui est fait, les rassemblements qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas à la demander, il y a un site, on vous proposera sur les réseaux, mais voilà, moi ce que je voulais vous dire,
Donc voilà, je vous invite à venir le 26 mai à cette marée populaire également. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on fera progresser et qu'on pourra dire à notre président, stop, la casse des acquis sociaux, stop, vous retournez et changez de politique, il est temps, sinon ça se passera mal. Voilà.